TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado du bulletin F1. Je suis votre animateur Adoussal et je vous accueille à cet épisode numéro 29. Heureusement, il n'y a pas de pilote qui a porté ce numéro parce que sinon ça aurait été une intro un peu longue. Et on a un épisode vraiment chargé aujourd'hui parce que oui, on va revenir sur ce Grand Prix du Brésil absolument fou, mesdames et messieurs. Et on va, si on a le temps, de revenir sur le Grand Prix de Macao, la 66e édition qui avait lieu en même temps cette fin de semaine, pour parler de ces deux courses complètement bonnes, mais ma foi, une était un classique. J'ai avec moi le retour de la voix sexy, Monsieur Brian Ouimet. Salut Brian. Salut Adou, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Toi, content de te retrouver. Je sais que tu étais un peu occupé ces temps-ci. Écoute, très content d'être de retour aussi. Oui, j'étais pas mal occupé. Écoute, on a tous une vie, puis et on avait une petite priorité, mais c'est pas grave, je suis de retour pour ce fabuleux Grand Prix, puis on se le cachera pas. Je suis agréablement surpris, puis très très content de la course d'aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de choses à raconter. T'es pas le seul, parce que on a Marc-André Fortin, qui est analyste du Phoenix de Sherbrooke. Salut Marc-André. Salut à tous. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, comment as-tu trouvé ta journée du samedi au Phoenix du Sherbrooke? C'était vraiment intéressant. C'était une belle expérience de pouvoir analyser le match du Phoenix contre les Saguenay. Et puis, je pense que ça va être quelque chose à refaire. Oh, je te le souhaite, mais en espérant que le Phoenix gagne, parce que Okay. pour la petite histoire, le Phoenix de Sherbrooke, qui est une équipe qui évolue dans la LHJMQ, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, s'est fait massacrer 5-0 contre les Saguenayens de Chicoutimi. À quel point c'est solide comme terme, massacré, damn! Oui. Jusqu'en troisième, ça aurait pu être 3-3, mais Oh ils ont pas joué. Ils n'ont pas joué 60 minutes, là, c'est leur problème. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a du travail à faire, puis je pense que il devrait s'inspirer de certaines écuries en Formule 1 pour se redresser. Honnêtement, les gars, je pense que pour nos auditeurs français qui nous écoutent, ils doivent complètement être perdus et ne pas savoir de quoi on parle. Ah oui, on salue aussi nos auditeurs français qui se demandent, mais c'est qui ça, le Phoenix de Sherbrooke, les Saguenay de Chicoutimi? Non, ce n'est pas en lien avec le Canadien de Montréal. Bon, ceci dit, c'est le même sport. C'est le même sport, oui, mais pas le même niveau. Ceci étant dit, trêve de bavarderie de hockey sur glace, passons aux 4 roues. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Tu sais que ça va être coupé au montage. Alors, oui, on va revenir avec cette belle interprétation du thème de la Formule 1 sur le Grand Prix du Brésil qui a vu Max Verstappen remporter cette course folle en 1h33. Attention, c'est un top 10 complètement différent de ce qu'on peut retrouver normalement dans une course normale, entre guillemets. Deuxième, la Toro Rosso de Pierre Gasly. Non, vous ne rêvez pas. Pierre Gasly a bel et bien terminé deuxième sur la Toro Rosso Honda. Carlos Sainz a fini troisième sur McLaren.
Quatrième et cinquième, les Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et d'Antonio Giovinazzi. Sixième, la Renault de Daniel Ricciardo. Bon, ça c'est une position un peu normale. Septième, Lewis Hamilton sur Mercedes. Ça c'est une position un peu inhabituelle, mais vous allez comprendre pourquoi il se retrouve septième. Huitième, Lando Norris sur la McLaren. Neuvième, la Racing Point de Sergio Perez. Et dixième, l'autre Toro Rosso de Daniel Kvyat complète le top 10. Et il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas complété la course. Tout d'abord, Valtteri Bottas, qui a été le premier à abandonner sur un problème de moteur. Ensuite, on a eu Lance Stroll, qui a abandonné en raison d'un bris de suspension parce qu'il a roulé sur des débris laissés par les deux Ferrari de Sébastien Vettel et de Charles Leclerc, car les deux se sont accrochés. Et ça a provoqué la deuxième sortie de la voiture de sécurité. Alors, oui, c'est le top 10 officiel du Grand Prix du Brésil 2019 qui a pris du temps avant d'être entériné pour de bon. On vous expliquera pourquoi. Sur ce, messieurs, j'aurais besoin de vos évaluations post-Grand Prix. Donc, hashtag perfo du jour, hashtag contre-perfo du jour et hashtag moment cocasse. Et je vais commencer avec Brian parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Alors, effectivement. Go ahead, Brian. Bon, on y va. Donc, en fond, pour la performance du jour, je vais y aller vraiment sommairement. Mes performances du jour vont vraiment aux écuries qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, c'est vraiment un top 10 sans dessus-dessous. À commencer avec la Toro Rosso de Pierre Gasly en deuxième place et la McLaren de Carlos Sainz à la troisième place. Et comme tu disais aussi, les deux Alfa Romeo. Ça a été une course assez exceptionnelle pour ces écuries-là. Une personne assez avec les Toro Rosso et les Alfa Romeo. Surtout si on voit au niveau des qualifications, les deux une Alfa Romeo en Q2, une Alfa Romeo en Q3, les deux McLaren, une McLaren en Q2 puis une McLaren en Q1 de celle de Carlos Sainz, qui a même pas eu le temps de faire, il y a même pas eu de temps enregistré en qualification. Oui, ok, ils ont été très performants durant la FP1, la FP2 et la FP3. Fait que ça a vraiment été du gros up and down pour les McLaren. Puis on voit que Sainz il mérite son siège chez McLaren. On voit les efforts de McLaren au cours de la saison au complet. Eux qui ont depuis les 5 dernières années, on peut voir ont enregistré un pointage fou si on compare aux années précédentes. Mm-hmm. Et je suis complètement sans mots pour ce qui est des McLaren. Pour ce qui est de la Toro Rosso de Pierre Gasly, oui, ok, Pierre Gasly, lui, qui a fini Q3, qui a abouti P7, puis ensuite P6 suite aux pénalités de Hamilton, je pense, ou Leclerc? Charles Leclerc, ouais, Charles Leclerc. Exactement, de Charles Leclerc qui s'est ramassé P6, qui était quand même une bonne petite avance pour l'équipe école de Red Bull. Mm-hmm. Oui, ok, Gasly, Kvyat, en FP3, FP2, FP1 se sont ramassés entre la 7e puis la 7e et la 12e place. Ok, c'était un temps qui était convenable pour l'écurie de midfield qu'on appelle. Ouais. On voit que ils ont performé avec brio. Même chose pour les Alfa Romeo. Honnêtement, cette semaine avant la course, on avait appris, en fait même pas. Il y a 2 semaines avant Austin, on avait entendu la confirmation de Giovinazzi encore pour l'année 2020. Oui. Même chose pour Raikkonen. Les sièges sont pris pour la saison prochaine. Je pense que ça va peut-être un petit peu au niveau motivation. Je suis sûr que ça a donné un petit peu de boost à l'écurie, un petit peu de boost à l'équipe. On s'entend que ces deux pilotes-là sont là pour une question une question de comment dire redresser la barre, rehausser la barre de l'écurie Alfa Romeo, anciennement Sauber. On voit aussi une question aussi de technique,
c'est quand même l'équipe école de Ferrari. On voit qu'il y a du progrès qui se fait, puis on voit que le progrès, ceux qui travaillent fort vont être récompensés, puis je pense que c'est la preuve chez Alfa Romeo en fin de semaine. Ah, très bien résumé. Et ta contre-performance du jour? Ma contre-performance du jour, tu seras pas surpris. Écoute, les Mercedes et les Ferrari, en fait, quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends plus rien de la situation. Là, on voit la dernière course, on voit Hamilton couronné champion du monde, on voit que les Mercedes s'en va pour quasiment un septième, même pas un sixième championnat de constructeurs de suite. On s'en va pour OK, puis on voit qu'il y a un certain relâchement. On voit que Ferrari ont abandonné depuis déjà la mi-saison aussi. Là, on voit Ferrari un petit peu de recul, un petit peu de gêne. On avait vu aussi que Ferrari s'en allait peut-être pour Charles Leclerc un moteur à spec pour l'année prochaine. Fait que 2020 sur le moteur de 2019 qui a engendré une pénalité. Je vois vraiment que il y a peut-être un petit peu de relâchement chez Mercedes et un petit peu la pagaille chez Ferrari. Fait on voit que ça les affecte énormément, ça affecte énormément le moral chez les pilotes, chez les équipes, et ça apparaît non seulement en piste. Oui, et bon, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils veulent plus préparer 2020 en fait, parce que le championnat est pas mal joué, donc Mercedes se prépare. Ils l'ont même dit qu'ils voulaient prendre des risques pour voir. Donc, ils cherchaient quand même à gagner sous d'autres situations. Vers Ferrari, eux, c'est vrai, ils ont déjà abandonné, mais j'ai l'impression que ils veulent déjà prendre de l'avance pour 2020, sachant que les règles vont pas vraiment changer pour l'année prochaine. Non, ils vont changer vraiment ils vont changer pour 2021. Beaucoup d'écuries se préparent déjà. Je pense un peu à Renault, à McLaren. McLaren qui a déjà engendré son contrat avec Mercedes pour 2021. On voit aussi Renault qui pense pas à l'année prochaine, qui pense plus à l'année prochaine parce que pour eux, c'est une année transitoire pour 2020. J'ai hâte de voir ce qui va en être les écuries comme Mercedes et Ferrari pour les années prochaines, surtout si tu me dis que sont vraiment en phase de préparation pour 2020-2021. Ça, c'est à suivre. Sinon, pour ce qui est de un moment cocasse? J'ai pas vraiment de moment cocasse à part l'accrochage des deux Ferrari. Ouais. Puis le malheur de Albon. Mais là, il faut parler là, de la stratégie de Red Bull. C'est pas un moment cocasse, là, c'est un moment que je trouve vraiment fabuleux. Là. Oui. La stratégie de Red Bull était on point. Oui. On point. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais aujourd'hui, Red Bull avait le dessus sur Ferrari, sur Mercedes. Pour eux, l'écurie de Milton Keynes, on s'entend que c'est quand même une écurie overall qui est capable de se mesurer au grand. Mais là, ils ont mis la barre, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Marc, mais ils ont mis la barre vraiment plus haute pour cette course-ci, puis ça a paru, là. Ça a paru, puis j'ai l'impression que lorsque l'écurie est en contrôle d'une fin de semaine ou d'un Grand Prix, c'est là où qu'il performe le mieux. Donc, c'est certain que si le moteur Honda peut performer comme il l'a fait durant toute la fin de semaine l'an prochain, ça pourrait être une écurie qui pourrait être à surveiller même pour la première, mais aussi pour la deuxième place. Ouais. Puis on voit là, c'est vraiment, on voit donner des exemples de fin de semaine qui étaient quand Red Bull était en contrôle, c'était une fin de semaine de fou. Si on prend l'exemple Autriche, encore là, ça fait 2-3 ans que je vois Red Bull toujours au sommet de sa forme, toujours au top, puis qui performe comme des fous. Même chose au Mexique, Red Bull, on voit tout le temps les noms de Verstappen puis Albon qui performent durant ces courses-là. Puis là, on voit Rio, Sao Paulo. Sao Paulo qui montre que là les Red Bull ont été en contrôle toute la fin de semaine et
que là, c'était juste une question une question d'avoir une bonne course pour Sao Paulo. Oh oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Brian. Vraiment, Red Bull a été énormément en contrôle. Puis d'ailleurs, je pense le deuxième arrêt de Verstappen en 1.9, là. C'était tellement une bonne décision de la part de Red Bull. Ils en ont profité du safety car pour remettre je pense que c'est les pneus de Q3 qu'ils avaient mis sur... il était pas sûr s'il y avait avoir un changement de stratégie, s'il allait rester sur les durs pour les 11 derniers tours ou qu'il allait changer pour les softs. Puis changer pour les softs, c'était la meilleure décision qu'ils ont pu prendre durant la course. Là. Ça les a redonné l'avantage. Les pneus étaient beaucoup plus frais que les Mercedes. La Mercedes de Lewis Hamilton et Toro Rosso. Verstappen a pris une avance de fou devant ses adversaires, puis ça a porté fruit. Ça a porté fruit. Oh oui, t'es très d'accord avec toi. Donc, non, vraiment, Red Bull. On a revu les Red Bull des anciens jours, on va dire, les années de leurs 4 championnats consécutifs. Oh oui. Marc-André, performance du jour contre Perfo et moment cocasse. Ah, Marc-André? Oh, je pense qu'on a perdu Marc-André. Oh, donc en attendant qu'on retrouve la communication avec Marc-André, moi je vais y aller avec Francis Paquette d'abord, puis ensuite je vais vous dire la mienne. La performance du jour, Verstappen, Gasly et Sainz, donc le podium. La contre-performance du jour va à Ferrari. Pas mal d'accord avec lui. Et le moment cocasse, c'est Ferrari qui s'accroche, et je le dis en ces mots, car ça résume la saison de Ferrari. C'est le dernier truc qui devait arriver. Un accrochage entre les deux pilotes. Déjà que ils ont eu du mal à se situer avec toutes les consignes d'équipe, à savoir qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. On a vu que c'est Leclerc qui a été le pilote le plus dominant cette saison. Vettel a eu des bonnes courses, mais a souvent en a foiré quelques-unes. Et là, on arrive au Brésil où là, c'était juste... tu repars avec un gros zéro en fin de compte, alors que tu pouvais partir de là avec un podium. Ah. Donc, voilà, ça c'est les évaluations de Francis. La mienne, moi j'ai dû aller évidemment avec Verstappen, Gasly et Alfa Romeo. Puis je rajoute Sainz parce que évidemment ça c'était avant l'enquête de la FIA. Contre-performance Ferrari. Puis j'avais pas vraiment de moment cocasse, donc je pourrais pas vraiment vous dire si j'ai eu un moment cocasse à trouver, donc non vraiment ça a pas été, on dirait que ça a pas été une course vraiment cocasse, plus exceptionnelle que d'autres. Ouais, en fait, je pense pas qu'il y a eu de moments très drôles ou particuliers. Je pense juste que ça a été une course qui a été bien exécutée, mais que les revirements de situation, il y a juste trop de revirements de situation, en fait. C'est le terme, c'est les revirements de situation. C'est pénalité après pénalité, situation après situation, accrochage après accrochage. Ça l'a joué, ça l'a brassé. On a brassé, pour ce Grand Prix-là, on a brassé des cartes plusieurs fois. Ah, clairement, donc non, c'était une course qui va passer à l'histoire. Donc, Marc-André, est-ce que tu nous Oui. entends? Bon, parfait. Donc, on a retrouvé la communication. Excellent. Donc, là, on va, maintenant, pour compléter, on va entendre tes évaluations. Donc, ça sera pas énormément différent que les vôtres. En fait, pour ce qui est de la performance du jour, ça va à Verstappen, Sainz, Gasly, tout ce petit peloton qui ont réussi des miracles durant toute la course. Autant Verstappen qui a dépassé 2, 3, 4 fois Hamilton de façon quand même assez
assez solidement. Et Hamilton, il pouvait tout simplement rien. Donc, pour ça, il mérite sa première position qu'il a réussi à garder avec un bon départ. On savait que c'est toujours un petit peu son problème. Il y a de la difficulté avec ses départs. Et finalement, aujourd'hui, ça a porté fruit. Sinon, Gasly, ben, son premier podium en carrière, le premier Français à obtenir un podium depuis 2015. Donc, c'est quand même important, autant pour Gasly que pour la France. Oui, et disons, tu m'en parles aussi, c'est la première fois, parce qu'il y a Carlos Sainz aussi, c'est la première fois qu'on a deux pilotes qui montent sur le podium pour la première fois depuis le Grand Prix d'Allemagne 94 avec Olivier Panis et Éric Bernard. Donc, non, c'était... Et encore là, c'était une course folle, déjà en partant avec un accident au carabolage Ouais. dès le départ. Donc, non, ça... Comme on en a connu d'autres cette année. Exactement. Puis là, je vais te laisser continuer. Ma contre-performance, je sais que vous avez parlé de Mercedes, Ferrari. Moi, ça va être Williams qui, aujourd'hui, c'est venu mettre son pied dans la course à un moment important où, lorsque Verstappen est entré au puits, ils ont fait le changement des pneus et en sortant, Williams ont envoyé tout simplement la voiture de Kubica avant l'arrivée de Verstappen. Donc, il a dû ralentir et ça a permis à Hamilton de dépasser Verstappen. Si je me trompe pas, c'est au 45e tour. Donc, non, je pense que c'était même un peu plus tôt. Je pense que c'était un petit peu plus tôt. Genre 16e ou 17e. C'était les premiers arrêts, en fait. Donc, c'est eux qui, habituellement, prennent, comment je pourrais dire ça? Exact. Essaye de pas influencer la course autant durant les qualifications que durant tout simplement durant la course. J'ai été un petit peu déçu qu'ils envoient Kubica à ce moment-là, puisque ça aurait pu jouer quand même un rôle important dans la course. Finalement, Verstappen est revenu dépasser Hamilton, mais ça aurait pu influencer la course. Oui. C'était très serré la manière que Verstappen s'en est ressorti derrière Hamilton. Là. Ça aurait pu être pire, surtout que je sais pas si t'as vu le dépassement là, vers l'extérieur, puis là, Hamilton ferme la porte, ça a été un petit peu de chamaillage, mais on s'entend que Verstappen avait des pneus un petit peu plus frais, puis un petit peu plus d'avantage. Oui. Tant mieux pour lui, mais ça aurait pu avoir, comme tu dis, une autre répercussion puis un autre revirement de situation. Là. Et aussi, il aurait pu tout simplement, on l'a vu, il a quand même évité le contact sur le mur, donc il aurait pu perdre son aileron, un morceau d'aileron et tout ça. Donc, les répercussions auraient pu être plus importantes. Mais sinon, c'est sûr que Mercedes et Ferrari, on s'attendait peut-être à mieux en fin de semaine. Et finalement, ça a vraiment été la fin de semaine de Red Bull. Donc, c'est plaisant pour le spectacle. Ça ajoute un goût de regarder la F1. Et c'est à peu près ce qu'on voudrait, ce qu'on espère en fait en 2021. Mais non, Marc-André, c'est pas vrai, là. Selon ce que plusieurs ont dit, après le Grand Prix de France, la F1 c'était plate, la F1 commence à mourir. Non, mais come on, on regarde pas les mêmes Grands Prix, je pense. C'est ça. Je pense qu'ils sont pris en F3, moi, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont trop regardé de Formule 2, de Formule 3, ou bien même les anciennes saisons de Formule 1. Ouais. Et là, c'est vraiment un autre niveau d'excitation, là. Ah oui, clairement. Même en fin de saison comme ça, donc ça prouve à quel point la saison a été... oui, il y a eu des grands prix. On parle de la France, on parle de l'Espagne qui ont été plus peut-être moins intéressantes à suivre, mais autant on a des courses comme celle-ci, comme celle en Autriche, en Hongrie et Allemagne. Donc non, la saison a été quand même très bonne. Ah oui, vraiment, et j'ai hâte lorsqu'on va faire notre revue de la saison là de reparler de ces courses parce que my God, il y a eu de l'action à chaque Grand Prix. Et oui, puis il faut préciser aussi que Robert Kubica a eu une pénalité de 5 secondes pour cette sortie des puits dangereuse. Évidemment, c'est pas de sa faute, c'est plus celle de l'écurie, mais il doit quand même écoper de l'erreur de son équipe. Et sinon, Marc-André, toi, avais-tu un moment cocasse? Je l'ai transformé en
moment peut-être un petit peu plus touchant. En fait, c'est lorsque Gasly est venu, en fait, a pris sa deuxième position. Il était extrêmement heureux de son premier podium. Il criait un peu. Donc, j'ai transformé plus, vu qu'il n'y a rien eu de vraiment cocasse durant la fin de semaine, autant sur Twitter que durant la course, j'ai transformé en un moment un petit peu plus touchant. Oui, effectivement. Puis, Ça fait penser à ce que Abdou m'a fait écouter tantôt. Ah oui! J'aurais tellement dû entendre ça. Je comprenais pas. Ça criait dans mes écouteurs. Je voulais m'arracher les oreilles. C'était assez intense. Merci. Vraiment content pour Pierre Gasly qui a remporté une P2 pour l'avant-dernière course de la saison. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Bon, tant mieux pour lui. Félicitations. Tout mon respect. Bon. Maintenant, par où commencer? Maintenant qu'on a terminé l'évaluation post-Grand Prix, parce que bon, il faut qu'on parle de l'accrochage entre les deux Ferrari, parce que là, bon, ça ne va pas. Déjà, on l'a dit, la saison ne va pas très bien chez la Scuderia. Rien ne va plus chez la Scuderia, Abdou. Rien ne va plus. Ouais, rien ne va plus. Là, il y a eu un accrochage entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Donc, pour vous expliquer la situation, après la première relance, Alex Albon dépasse Vettel et Vettel, qui n'a plus de pneus neufs, est obligé de se défendre face à Charles Leclerc, qui s'était arrêté pour changer de pneus. Et le Monégasque lui sert un beau dépassement tardif pour lui prendre justement cette quatrième place. Et là, bam! Vettel le redépasse sur la ligne droite avec le DRS, accrochage et ensuite rupture de la suspension du côté de Leclerc et crevaison fatale pour Vettel. Donc, abandon des deux Ferrari. Il y a eu enquête auprès des commissaires et aucun des deux pilotes a été reconnu coupable. J'aimerais avoir votre avis sur cet accrochage. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un pilote qui était fautif ou bien c'était une faute partagée? On va commencer avec Marc-André, tiens. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. C'est une faute partagée. On voit que Vettel veut venir dépasser Leclerc. Leclerc vient se coller un peu à Vettel. Vettel ne lui donne pas l'espace nécessaire. Autant Leclerc que Vettel ne laisse pas l'espace nécessaire pour éviter le contact. Donc, c'est un petit peu dommage pour les deux. Moi, je considère ça comme un incident de course. Mm-hmm. Tout simplement deux véhicules qui tentent de se dépasser et finalement ils se touchent, il y a une petite touchette et on connaît le résultat. Donc non, je considère pas qu'il y a un pilote qui a plus de fautes dans le geste en fait. Tom, et toi Brian, ton point de vue? Moi, je vois ça un petit peu de recul. Je m'explique. Mm-hmm. On se rappelle à la mi-saison quand Charles Leclerc était un peu le chouchou, un petit peu le nouvel essor chez Ferrari, 3 pole positions en qualification, 2 grands prix de suite gagnés. On voit que Vettel struggle un tout petit peu dans le midfield. Tout le monde parle Charles Leclerc. Je remarque un peu aussi je remarque un peu de loin un peu d'impatience puis un peu de comment dire un peu d'égoïsme de la part de Sébastien Vettel ces temps-ci. Je suis très 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 déçu, mais moi je vais devoir mettre la faute sur Sébastien Vettel. Je trouve qu'il a été très 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 agressif. Il aurait pu avoir un petit peu plus de patience puis dépasser comme il se devait. Mais non, encore là, le pilote numéro 1 veut rester numéro 1. Je parle pour Vettel. Je veux sortir de l'ombre de du pilote numéro 2, du
du pilote plus jeune, du pilote chouchou de la Scuderia, juste pour montrer que de quel bois je me chauffe. Et on voit là que c'est des conneries, excusez l'expression, que Vettel fait. Si je donne un autre exemple, l'accrochage Vettel, Verstappen à Hockenheim, c'était ridicule. Oui. Moi, je vois ça un petit peu comme ça, en fait. Je vois comme ça comme un peu greedy de la part de Vettel. Mais est-ce que juste... Oui, vas-y, Marc-André. Non, vas-y, Adou. Donc, oui, ce que je disais, c'est que est-ce que justement c'est pas une preuve que il y a encore un défaut dans la gestion des pilotes chez Ferrari parce que souvenez-vous en début de saison on avait appliqué des consignes d'équipe chez Ferrari, ça n'a pas fonctionné et là on laisse les pilotes un peu libres de faire ce qu'ils veulent en piste, mais là avec ce qu'on a vu au Brésil, ça a complètement pété. Les deux pilotes ont abandonné. Les deux, sans peut-être... ils ont été un peu trop conservateurs dans leur choix de mots. Mais est-ce que vous trouvez que... encore là, il y a un défaut dans la gestion des pilotes chez Ferrari? Sûrement. Ben oui, en fait, oui. Je pense que dès le début de la saison, on a vu que Charles Leclerc prenait peut-être avantage tranquillement pas vite sur Vettel. Ferrari ont continué à dire, et c'est totalement normal, que Vettel était leur pilote numéro 1. Ils défendaient bien sûr Vettel et tout ça. Mais je pense que à un moment donné, peut-être que Ferrari aurait dû dire que à partir de ce moment-là, les deux pilotes sont sont égaux, jusqu'à la fin de la saison, et on fera un bilan par la suite pour déterminer en fait qui se retrouve à la position de premier pilote après une saison difficile du côté de Vettel et une excellente saison du côté de Leclerc. Donc j'ai l'impression que ça aurait pu être géré de manière différente pour que les deux côtés ne soient pas que leur orgueil ne sorte pas d'eux, en fait. Tu vois, encore là, tu sais, je suis pas là pour te casser les deux jambes, là, mais je veux dire, on va enclencher un débat, là, de la manière que t'as amené ça, là. Tu peux pas mettre un rookie qui sort le jeune de Claire, il vient de sortir dans le Alfa Romeo, il est champion de F2, il s'en vient dans un nouveau monde, dans une écurie qui a plus de 150 ans puis d'expérience. Puis là, tu demandes à une écurie d'expérience de mettre deux pilotes égaux, mais il y en a un qui est rookie, puis l'autre, c'est un vétéran qui a 4 champions du monde en poche. Je veux dire, c'est pas... Oui, ok, je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue que oui, les deux pilotes, ils ont la même voiture, sont à force égale. Oui, ok, les deux ont des compétences pour piloter. Mais encore là, penses-tu que en arrière de ça, en tout cas, moi, ça me ferait suer savoir que le pilote rookie qui vient d'arriver, puis moi, j'ai 4 champions du monde en poche, ben, qu'il prenne sa place, puis qu'il me laisse faire. Puis qu'il apprenne quand je vais partir, ben, que ça sera à son tour. Tu sais, je vois ça un petit peu comme ça. Ça, c'est sûr, je te le concède. Mais où je voulais en venir, c'était plus que et il y a 4 championnats du monde, mais la saison était tellement difficile pour lui. Je pense que Ferrari aurait peut-être pu réussir à lui dire, regardez, on a une situation quand même difficile présentement. On a un rookie, comme tu disais, qui vient d'arriver, qui performe bien. Allons-y une saison à la fois. Donc cette saison, bien sûr, c'est une saison difficile pour Vettel, c'est une bonne saison pour Leclerc, mais mettons-le égaux et repensons à la situation justement pour l'an prochain. Ouais, et je vais sauter un peu sur l'occasion pour dire parce que je voulais juste, il me manquait juste le popcorn pour vous entendre débattre, mais je saute sur l'occasion pour dire, moi je pense que bon, on l'a dit, Vettel c'était, je pense, on sait que Vettel en début de saison c'était le numéro 1. Je pense que dans le cas ici là, par exemple, pour revenir au Grand Prix du Brésil, on aurait dû dire
vous pouvez vous battre, mais soyez fermes dans votre bataille. C'est ce qui n'a pas été fait. On les a juste laissés Mais, comme ça, on n'a rien dit. Oui, vas-y, Marc-André. mais encore là, je trouve pas que le dépassement de Vettel était non faire. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un incident de course. Là, j'étais en train de la regarder justement et Mhm. tu sais l'agressivité de Vettel était dans une ligne droite. En fait, le dépassement s'est effectué dans une ligne droite et l'incident s'est effectué dans une ligne droite. Fait que j'ai pas l'impression que c'est vraiment de l'agressivité de Vettel qui a causé l'accident. C'est vraiment plus deux voitures qui se sont collées et que la situation d'aujourd'hui ne reflète pas vraiment ce qui est arrivé durant la saison. Ouais, peut-être. Moi, je suis d'accord un peu avec ça, là. Et toi, Brian? J'ai absolument rien à rajouter. Ah bon, ben, dommage. Ah, dommage. Moi, je voulais juste vous entendre encore avoir un autre débat, mais Ah, je pense qu'on est d'accord là-dessus. j'ai eu mon point, puis c'est correct. Je vois je vois un peu le. Puis, c'est oui, ok, c'est des choses à apprendre à laisser. Fait que, on saura jamais, on saura jamais. Non, c'est ça. Mais encore là, C'est ça. le bilan qui va être très important en fait. Le Oh, bilan de la fin de saison, je pense qu'il va donner un mot de tête à la Ferrari parce qu'en ce moment, oui, t'as un jeune qui vient d'arriver, mais il donne des meilleurs résultats que ton premier pilote. Puis ton premier pilote qui est supposé être Vettel, qui est supposé vraiment leader ton jeune vers une meilleure en fait qui est supposé pas de dominer mais de prendre position et de leader ton jeune. Il ne le fait pas, il fait des erreurs après erreurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Ferrari va gérer tout ça à la fin de l'année. oh oui, donc ça aussi, ça va être très intéressant. Non seulement le débrief post-Grand Prix, là, à tête reposée, mais aussi celui de la fin de la saison, là, parce que il va en avoir des choses qui vont se dire après Abu Dhabi. Puis je pense que ça ne sera pas beaucoup de points positifs, en tout cas. Maintenant, on va passer à un autre sujet chaud. Hamilton contre Albon, qui a, disons, ouvert la porte à un podium, non seulement à Pierre Gasly, mais à Carlos Sainz. Et je tiens à préciser aussi, là, avant d'aller vers le deuxième point, même, même sur le podium, Carlos Sainz n'a pas eu la chance d'être vu à la télé comme une, parce que il y a pas beaucoup de temps de il a pas comment on dit il n'a pas beaucoup de temps d'antenne et là il obtient un podium, ça se fait après la course, donc pauvre Carlos. Bref, Hamilton Albon, Hamilton accroche Albon dans l'avant-dernier tour, alors que c'était une bataille pour la deuxième place. Hamilton reçoit une pénalité de 5 secondes après le Grand Prix. Alors, que pensez-vous de que pensez-vous en fait de cette pénalité? En fait, moi, je pense que c'est justifié. Je pense que la pénalité d'Albon et Hamilton, si on va le... Oui, quand Albon a laissé un petit peu de place pour, euh, euh, pour Hamilton, mais on voit tout de suite qu'Albon a fait refermer la porte quand même assez rapidement. Mais vraiment, c'était comme un accrochage vraiment un peu, comment dire, un peu rookie, comme on va dire, un peu c'était vraiment banal, c'était vraiment niaiseux comme accrochage, mais regarde ce que ça a fait, ça l'a Albon est en superbe position à ce moment-là et s'est ramassé 16e, ce qui est vraiment une valeur. Mais je pense que 5 secondes a été suffisant pour pénaliser Hamilton. Puis pour une fois que la FIA décide de pénaliser le Mercedes, je suis content. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Mercedes est souvent sortir souvent avec des absolutions, mais là la FIA a mis ses culottes en béton là, mais moi je vais vous le dire, à un moment donné, à première vue, je pensais que ça allait être une pénalité comme ça, parce qu'on a eu ce même genre de
presque c'est le même genre de situation entre Ricardo et Kevin Magnussen en début de course. Puis là, ensuite, j'ai regardé. J'ai vu qu'Albon a laissé un peu trop d'espace. Puis Hamilton, lui, a tenté sa chance. Puis là, ça s'est, bam, touché. Donc, j'ai dit, bon, peut-être qu'Hamilton va s'en sortir. Mais finalement, la FIA a dit, ouais, finalement, l'espace que, comment il s'appelle, Albon a laissé, finalement, c'était correct. Qu'en penses-tu, Marc-André? Ben, c'est pratiquement, on va se dire, c'est pratiquement un copier-coller de la situation de l'an dernier entre Verstappen et Ocon. Là, c'est un dépassement qui a pas la même impact, là, mais qui se ressemble un peu. Donc, mais j'ai vraiment trouvé que Hamilton a manqué de jugement dans son dépassement. Je pense qu'il n'était pas heureux de la course et de la façon que Mercedes l'a géré, aussi de la façon qu'il l'a géré. On se souviendra que Verstappen, lorsqu'il est rentré pour la dernière fois sous le drapeau jaune, Mercedes avait donné avait dit à Hamilton d'entrer dans les puits et de suivre ce que Verstappen allait faire. Hamilton a décidé de pas rentrer et je pense que ça l'a mis un petit peu ça l'a tendu un peu. Et on connaît le résultat. Il a essayé de dépasser, de revenir à sa position initiale et il a pris au passage Albon. J'ai vraiment l'impression qu'Albon a été bon joueur en ayant de l'agressivité et en voulant conserver sa position. A quand même voulu être bon joueur. Il laissait l'espace nécessaire à Hamilton et qu'Hamilton a tout simplement voulu prendre position et il l'a accroché. Donc, je suis content que la FIA lui ait remis une pénalité de 5 secondes. Mais le résultat est aussi que Albon se retrouve 16e après avoir vraiment eu une course exceptionnelle malgré tout ce qui est arrivé durant la course. Mais au moins, ça l'a ouvert la porte, comme tu le disais, au premier podium de Gasly et de Sainz. Oui, et bon, c'est ça, tout cela ne reviendra pas, ne fera pas en sorte que Albon va obtenir son premier podium. Exact. Qui sait, peut-être que ce sera à Abu Dhabi, hein, et puis il pourrait finir devant Hamilton dans une course presque similaire, aussi folle, mais c'est Abu Dhabi, faut pas trop rêver à ça non plus, là. Mais quand même... Abu Dhabi, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, ouais. Mais je vois plus. Mais honnêtement, je pense que la FIA a été très juste. Puis Hamilton a été aussi bon joueur. Bon joueur aussi, ouais. En admettant ses torts. Donc je pense que ça a facilité un peu la décision de la FIA de le pénaliser. Puis en plus, c'est rare qu'on voit des pilotes ne pas admettre. Mais en fait, c'est rare de voir des pilotes dire bon. Moi, je mérite une pénalité. Donc, vraiment, chapeau pour le geste sportif de la part du nouveau sextuple champion du monde, Lewis Hamilton. Derrière le trio actuel et d'anciens pilotes Red Bull, j'ai dit ancien. Il y a Alfa Romeo qui a retrouvé un peu du poil de la bête après des courses très difficiles. La semaine dernière, on parlait d'Antonio Giovinazzi qui a réussi à prolonger son contrat pour une saison avec Alfa Romeo et qui finit 5e, ce qui est son meilleur résultat en Formule 1. Et Kimi Raikkonen qui, mine de rien, continue d'impressionner. Un petit passage à vide, mais vraiment, Alfa Romeo a été dans le coup en fin de semaine. Qu'en penses-tu, Marc-André? Ah oui, Alfa Romeo ont vraiment bien performé en fin de semaine. On dirait que Grand Prix après Grand Prix, ils réussissent toujours à créer quelque chose, à prendre le dessus sur les autres écuries qui les précèdent. Et à la fin de l'année, ça va avoir son lot d'importance. Ce sont 18 points qui ont été accumulés aujourd'hui, qui sont quand même assez importants, puisque présentement, ils se retrouvent à moins de, si je me trompe pas, c'est 13 points de Racing Point. Oui. Donc, et on sait, on a parlé dans le dernier dans le dernier podcast, on parlait justement de
la rémunération des écuries et de la distribution d'argent. Et justement, ça fait que si tu gagnes une position, tu as plus d'argent pour la saison qui suit. Donc, non, Alfa Romeo continue leur bon travail. Giovinazzi, qui vient de signer son nouveau contrat, continue de m'impressionner. Ne fait pas d'erreur. Et c'est important de, oui, accumuler l'expérience, accumuler les bons grands prix pour justement, lorsqu'il va arriver dans des moments importants dans sa carrière, il puisse être capable de prendre exemple sur des moments comme en fin de semaine. Oui, et tout ça, disons, c'est parti à partir du Grand Prix d'Autriche où il avait marqué ses premiers points en Formule 1. Puis ensuite, bon, il y a eu Spa qui était, d'après moi, avant Brésil, sa meilleure course. Malheureusement, ça s'est terminé dans le mur. Mais tu vois que, et je le répète constamment, podcast après podcast, qu'il est vraiment en train de s'améliorer. Puis il est en progression constante. c'est ça. Puis là, et pour moi, c'était un secret de Polichinelle. Je savais qu'il allait rester avec Alfa Romeo parce que et moi, de ce que je vois comparé avec ce que Nico Hülkenberg, par exemple, a fait en fin de semaine, Hülkenberg, en plus, il s'est pris une pénalité un peu bête pour avoir dépassé Kevin Magnussen. Là, il a fini, je pense, dernier parmi les pilotes classifiés, excluant les Ferrari puis Stroll. Ouais. Puis Albon, si je me trompe pas aussi, qui arrive. Oui, mais ouais, c'est ça. Donc, non, c'est ça. Puis là, il y en a beaucoup qui disaient ce serait bien d'avoir Hülkenberg à la place de Giovinazzi. Mais regarde ce qu'il vient de faire dans des courses comme ça où là c'est inattendu. Giovinazzi nous sort des performances comme ça. Même en Allemagne, même si il a été déclassé, il a fait une belle performance quand même. Donc ne venez pas me dire que Giovinazzi ne mérite pas son volant pour 2020. Là. Non, exactement. Et vas-y, fini. Oui, c'est ça. Pour compléter, imagine si la voiture était meilleure en 2020. Ouais. Aussi. Et justement, tu parlais de Hülkenberg. En comparaison avec Giovinazzi, on voit que Giovinazzi est en constante progression, comme on le disait, et que Hülkenberg, Grand Prix après Grand Prix, connaît des Grands Prix plus difficiles. On dirait qu'il n'est peut-être plus... peut-être après l'Allemagne, là, on a vu vraiment que Hülkenberg avait descendu des marches, en fait. Là, il était rendu moins bon qu'il était encore. Donc, pour moi, c'était justement seulement une question de temps avant que Giovinazzi soit confirmé. Et justement, avec cette performance qu'il a eue aujourd'hui, il peut juste se dire content de ce qu'il a offert aussi pour Alfa Romeo. Donc, des points très importants qui les ramènent quand même à 16 points de Toro Rosso à la 6e position et à seulement, là, comme je dis, à peu près, on parle de même pas 8 points de Racing Point. Et parlant de Racing Point, Perez qui marque 2 points, oui. C'était une bonne course de sa part. Lance Stroll, un bon début de course aussi. Parti 17e, s'est retrouvé presque proche de dépasser Lando Norris. Une stratégie qui était assez bien exécutée, mais malheureusement, sa course s'est terminée avec un bris de suspension causé par les débris laissés par l'accrochage entre les deux Ferrari. Mais d'après moi, je pense que la saison en tant que telle, et surtout ce Grand Prix avec le réveil d'Alfa Romeo, là, ça va faire en sorte que autant Racing Point que l'administration là va faire en sorte de travailler, de cravacher un peu plus parce que ils ne voudront... Si jamais ils devaient perdre, ils devaient finir derrière Alfa Romeo, là, ce serait une énorme déception. Ce serait... déjà que présentement, pour ma part, c'est peut-être la
la déception de la saison au complet. On s'attendait premièrement à... il faisait des miracles. Ils ont terminé 4e, donc la meilleure des autres, en ayant peu d'argent dans de financement dans les voitures. Et lorsque Lawrence Stroll est arrivé avec ses investisseurs, on croyait vraiment que ça allait être une saison absolument incroyable pour Racing Point. Ça n'a pas été le cas. Même là, il se retrouve peut-être, comme tu le dis, en arrière d'Alfa Romeo. Bon, ça, c'est toujours à voir. Là, il reste une course, mais reste que ils sont sous pression présentement et ça doit se faire sentir aussi à l'interne. Et j'ai hâte de voir comment cette écurie-là va réagir, autant la semaine prochaine, parce que là, si tu ne fais pas de points ou et c'est ça, si tu ne fais pas de points, tu mets en danger ta 7e position. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir une bonne fin de semaine à Abu Dhabi et de pouvoir construire aussi là-dessus pour la saison prochaine. On sait que c'est peut-être une malgérance d'argent. Avec trop d'argent, ils ont peut-être de la misère à justement faire les bons investissements et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir à quel point Racing Point va travailler sur la saison précédente, en fait. Et pour les prochaines années aussi, parce que évidemment l'équipe regarde à long terme. On va parler un peu de Williams, parce qu'on a, oui, tu en as parlé, Kubica qui est avec sa sortie des puits un peu dangereuse contre Max Verstappen. Mais je tiens à préciser que dans tout ça, George Russell était à 1,6 secondes d'inscrire son premier point en Formule 1. Il a fini 12e. Et avec tout ça, je regarde le classement. Il a fini à 14 secondes du vainqueur. Mais il était à 1,6 secondes de Daniel Kvyat et de la 10e place. Donc, tu t'imagines si Williams avait eu un peu plus de rythme. Puis si, par exemple, Russell n'avait pas eu des problèmes, parce que je pense que... je sais pas, j'avais entendu à la radio comme quoi il avait des problèmes avec quoi, une question de visière ou quelque chose du genre. Ouais, là. je pense que c'est il y avait du vent qui passait dans sa visière. Là, je suis pas trop certain. On pourrait vérifier pour donner la bonne information. Oui, mais ouais, il avait un petit problème à ce niveau-là, effectivement. Puis il a passé une partie de la course derrière Robert Kubica aussi. Mais lorsque ces dernières a reçu sa pénalité ou de 5 secondes, justement, il est revenu devant, mais c'est dommage pour Russell parce qu'il a eu énormément l'avantage sur Kubica. Encore une fois, en fin de semaine, il était devant, à part une bonne partie de la course. Puis là, c'est 1,6 secondes qui le sépare de ses premiers points. Donc, t'imagines... Ouais, exactement. Et c'est si peu, 13 secondes quand même. Oui, là-dessus, on doit considérer qu'il y a eu 2 voitures de sécurité qui ont permis justement à Russell de s'approcher peut-être du peloton, en fait. Oui. Mais oui, il reste que je pense que Williams peuvent construire là-dessus pour la saison prochaine. Ils peuvent se dire qu'au moins, ils possèdent un pilote qui est capable de donner de bons résultats, d'amener la voiture peut-être à un niveau supérieur de ce qu'elle est en réalité, parce que on se prend pas de cachette, là, c'est vraiment une voiture qui est complètement ratée. Et c'est dommage pour Russell parce que il en manque pas gros, là. Même si la voiture est pas très bien conçue, il en manque pas gros pour avoir son premier point. Donc je pense qu'il va devoir attendre parce qu'à Abu Dhabi, ça va être extrêmement difficile pour Williams, même si ça prendrait vraiment il faudrait vraiment que tous les pilotes ne réussissent pas à terminer la course pour que Williams entre dans les points. Mais on verra. Écoute, ils peuvent construire au moins là-dessus. Ben oui, puis au moins la saison est terminée, donc est presque terminée, donc ce sera la fin d'un cauchemar intense qui a débuté en fait avec une pré-saison énormément difficile parce que leur voiture n'était pas prête pour la première semaine des essais en plus, fait que ils ont accumulé beaucoup de retard. Avant de parler
de notre dernier sujet. Valtteri Bottas, est-ce que tu crois que il aurait été capable de monter sur le podium à Interlagos de ce que tu as pu voir avant son abandon? Ben oui, je pense que il avait la bonne attitude. Lorsqu'il a eu son abandon dû à un problème de moteur et tout ça, il était vraiment dans une lutte à deux avec Leclerc. Et il était le spectacle peut-être de cette portion de cette course. Ça devenait un petit peu redondant avant que Leclerc et Bottas se rapprochent. Et ça a un petit peu gâché le spectacle à ce moment-là, vu qu'on avait une belle bagarre en vue. Mais je pense que il avait l'air d'avoir un bon rythme. Il avait l'air d'avoir même un petit peu le dessus sur la Ferrari. Donc, j'ai l'impression qu'il aurait pu réussir à terminer sur le podium. Et en plus, si on ajoute à tout ça le contact entre Hamilton et Albon, il aurait pu terminer effectivement sur le podium. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais je pense que moi, je le voyais plus quatrième. Parce que je crois que Vettel... ou bien même, je dirais cinquième. Parce que avant son abandon, il n'était pas capable, avec des pneus neufs, de dépasser Leclerc. Donc, oui, c'était un très bon jeu défensif de la part du Monégasque. Mais j'ai trouvé que Bottas n'était pas assez tenté à le dépasser non plus, là. Donc, moi, je pense que... oui, il avait un bon rythme, mais je pense que c'était pas suffisant pour aller chercher la victoire. Le podium, en fait. Mais c'est vraiment dommage. Ouais, parce que la saison n'est pas terminée, mais ça conclut un petit peu encore malheureusement la saison de mauvaise façon. On sait que lors du dernier Grand Prix, Hamilton a réussi à obtenir son 6e championnat du monde et déjà là, il se disait extrêmement déçu de sa saison. Il mettait vraiment tout le poids sur ses épaules en fait. Il savait à un moment donné dans la saison, il avait une chance d'aller chercher ce fameux trophée de champion du monde et d'avoir une course comme ça après avoir vu Hamilton gagner, je pense que ça pourrait l'affecter aussi dans son moral en fait, vu que il aurait pu bien terminer peut-être la saison. Là, il reste à Abu Dhabi, mais je pense que ça lui aurait fait du bien d'avoir une bonne performance au Brésil. Oui, et un moteur qui fonctionnait aussi, mais ça arrive des casse-moteurs, surtout que c'est rare chez Mercedes, donc ça aussi... c'est de la malchance. C'est de la malchance. Et pour compléter, ben, on va parler de l'homme qui a émerveillé le paddock ce dimanche. Ben, c'est Pierre Gasly qui a fini deuxième. On en a parlé un peu, mais moi je veux dire, même s'il n'avait pas eu le podium, il aurait été mon pilote du jour parce que il a été très performant en fin de semaine. Il s'est rendu en Q3 samedi. Il était déjà dans le top. Il était déjà dans le top 6, top 7, meilleur des autres du début jusqu'à la fin. Le podium, c'est sûr, il a gardé son calme et surtout la fin là quand il s'est battu contre Lewis Hamilton jusqu'à la ligne d'arrivée là. C'était incroyable, ça. Incroyable, oui. Mais ça complète, en fait, une très bonne fin de semaine pour le Français, malgré des problèmes lors des essais du vendredi. Donc, il faut le dire, je pense que le retour chez Toro Rosso lui a donné un second souffle. Et j'espère que pour 2020, avec Toro Rosso, il sera en mesure d'offrir d'autres belles performances comme ça, même si ça ne résulte pas en podium. Exact. Et ça, j'en ai aucun doute. En fait, il était tout sain. Il volait, là. Il volait sur la piste avec une Toro Rosso qui, on l'a vu avec Kvyat, qui avait peut-être un petit peu de misère malgré tout, mais il a vraiment poussé sa voiture jusqu'à la dernière performance disponible. Là. On l'a notamment vu durant la dernière bagarre, tu l'as dit, entre Hamilton. Je pensais réellement que Mercedes allait réussir à dépasser cette Toro Rosso qui, en termes de moteur,
ne se compare même pas. Ouais. Mais non, Gasly a été absolument incroyable et ça met un petit peu, ça termine bien la saison, même si on le répète depuis le début, il reste un Grand Prix. Mais d'avoir ce résultat-là à ce moment-là, je pense que ça va lui faire un grand bien après une saison extrêmement difficile, des mauvaises performances en début de saison qui l'ont fait même perdre son baquet chez la grande écurie Red Bull. Et de terminer comme ça avec Toro Rosso, c'est vraiment bien pour lui. Et il le dit aussi, il est heureux dans cette voiture-là, il se sent bien. Et je pense qu'il est quand même heureux d'être de retour chez Toro Rosso et de performer comme ça avec cette écurie. Oh, que oui. Effectivement, il le mérite amplement ce podium. Et sinon, et pour compléter aussi, chez Haas, moi j'ai vraiment mal pour Romain Grosjean dans ce Grand Prix. La voiture était vraiment bonne, mais malheureusement, un problème de moteur l'a relégué au 13e rang. Il allait marquer des points, tout comme Kevin Magnussen aussi. C'est juste dommage que ces genres de problèmes arrivent aux Français. Parce que là, lui, il a hâte que la saison se termine. Ouf, ces deux-là doivent frétiller Oui. à voir la saison se terminer. C'est comment dire, c'est une saison qui se compare un peu à la saison, même si non, ce sont deux voitures qui ne se comparent pas, mais une petite saison qui s'approche un peu de Williams. Donc en fait, c'est une écurie qui peuvent avoir, qui ont la performance et le vouloir de terminer pour la meilleure des autres écuries. Là, en fait, ils ont, selon moi, ils avaient le potentiel de faire d'être cette écurie-là. Et Grand Prix après Grand Prix, on voyait cette voiture soit très bonne ou totalement pas capable de terminer une course et de trouver la solution aussi. Ça a été le cas de toute la saison. Et encore une fois, là, ce n'est pas les freins, c'est plus le moteur qui a été le problème en fin de semaine. Mais reste-t-il que ils ont de la difficulté à trouver les problèmes dans leur voiture, d'améliorer la voiture en conséquence. Et ces deux pilotes doivent vraiment avoir hâte que la saison se termine et de passer à autre chose aussi, d'aller prendre des vacances et de revenir en force pour l'an prochain. Oui, et les vacances arrivent très bientôt. Parlant maintenant de passer à autre chose, maintenant on a fait le tour de ce Grand Prix absolument fou au Brésil. Nous allons passer maintenant en Asie parce que cette fin de semaine, il y avait la 66e édition du Grand Prix de Macao qui était disputée sur le circuit de Guyane. C'était la première fois que la génération actuelle de Formule 3, en fait, les voitures avec le Halo, avec une voiture plus performante que les anciennes roulaient sur ce magnifique circuit de plus de 6 km. Eh bien, c'est la recrue, le néerlandais Richard Verschoor, qui a remporté cette épreuve mythique sur la MP Motorsport devant l'Estonien Jüri Vips, qui était parti en pole et qui avait gagné la course de qualification la veille. Et l'Américain Logan Sargent, tiens, il y a un Logan au moins qui a réussi à bien performer. Je vise personne, évidemment. Logan Paul. Qui a fini 3e. Donc, l'Américain qui lui aussi est une recrue qui complète le podium. Et ça a vraiment été un très bon Grand Prix, vraiment. J'ai fait l'écoute pas à 3 heures du matin, malgré tout. J'ai écouté ça le matin. Oui. Ça, avec beaucoup d'action. Puis ça prouve à quel point la F3 peut être une compétition tout de même intéressante à suivre. Oh oui, puis ce Grand Prix de Macao, accueille justement la Formule 3 depuis 1983, puis il y a plein de pilotes qui sont passés par cette épreuve, les Ayrton Senna, David Coulthard, Michael et Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, tout le monde est passé par là,
presque tout le monde et a eu son succès au moins. Donc, vraiment, Verschoor, et d'ailleurs son dépassement sur Vips à la relance de l'épreuve, là, après l'accident de Ferdinand Habsburg, là, c'était absolument fou. Puis, en plus, il n'y avait pas de DRS. Donc, c'était vraiment Un petit pilote dépassement à la vieille école. à la vieille école, mais vraiment digne d'un pilote expérimenté. Oui, il a fait quelques erreurs aussi. Il a même dit qu'il avait tapé un peu le mur, mais sans et ça a un peu abîmé la colonne du volant. Mais il a réussi à garder Vips, qui était dominant lors de la course de qualification derrière. Et en plus, il y avait Sargent qui se rapprochait des deux pilotes. Donc, on aurait eu probablement une bataille à trois, mais vraiment une belle performance de la part de Verschoor. Vips, c'est dommage parce que il pouvait vraiment repartir avec les honneurs. Lui qui était probablement un des seuls pilotes à avoir pu défier le trident dangereux de Préma durant la saison de Formule 3. Mhm. Mais c'est quand même dommage. Je pense que on va, comme on dit, meilleure chance l'année prochaine et la prochaine fois aussi. Mais je pense que Vips a été une belle révélation pour moi cette année. Et parlant de Trident, de Préma en fait, le champion en titre Robert Schwarzman, qui était parti deuxième, a vu sa course se terminer après genre quelques mètres, après un contact avec la harte du Danois Christian Lundgaard. Donc, ça a crevé. Il a une crevaison et a dû abandonner après, je pense, 4 ou 5 virages. Donc, c'est dommage pour le champion en titre de la Formule 3. Et il faut noter aussi que on parlait des Schumacher. Le fils de de Ralph, oui, David, a fini un peu loin derrière. Il a fini 21e. Et il faut préciser aussi que Sophia Florsch, qui effectuait son retour à Macao après son terrible accident l'année dernière. Oui, on s'en souvient tous, c'était assez dramatique, là. L'accident, tout simplement, comment on pourrait Effroyable. RAS. Elle avait tellement de vitesse aussi, c'était spécial comme accident. Oui, C'est ça donne froid dans le dos quand on regarde en image ouais. réelle, là, c'est fou. Mais heureusement pour elle, elle est revenue. Malheureusement, elle a dû abandonner en raison d'un bris mécanique, de ce qui a entraîné en fait la voiture de sécurité pour la deuxième fois. Et le double vainqueur en titre, le Britannique Daniel Tectum, lui, a terminé 13e. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ce Grand Prix de Macao. Vous pouvez regarder la course en rediffusion autant sur la page Facebook de la FIA que sur les comptes YouTube de la Formule 1. Comme Marc-André l'a dit, l'a diffusé en direct et gratuitement d'ailleurs. Ou bien même sur le compte YouTube de la Formule 3, FIA Formula 3. Donc si vous avez manqué cette course, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Moi, je vous le dis, le Grand Prix de Macao, c'est un must. C'est un Grand Prix exceptionnel. Et comme j'ai dit, il y a des légendes qui sont nées grâce à ce Grand Prix de Macao, qui ont été découverts grâce à cette épreuve. Donc, le Grand Prix de Macao, moi je vous le dis, c'est un must. J'ai découvert ça aussi il y a quelques années, puis maintenant c'est une course que je ne peux pas manquer. D'ailleurs, c'est ce qui... Oui, vas-y Marc-André. Ouais, c'est aussi une course que j'ai appris à peu près il y a 2 ans, non, 3 ans. Ça fait 3 ans que je l'écoute quand même attentivement. Et celle de cette année était très spéciale, vraiment. J'ai apprécié le spectacle et j'ai l'impression que plus on donne d'attention à ces compétitions, plus le niveau va être bon aussi. Oui, exactement. Puis tu vois,
Vips, justement, qui a fini deuxième, était perçu comme étant un des candidats au volant chez Toro Rosso pour l'année 2020. En fait, il ne lui manquait que quelques points de super licence, puis il pouvait espérer obtenir un volant chez Toro Rosso, voire même être un pilote d'essai, mais il devra se concentrer soit sur la Formule 3, ou bien peut-être qu'on le verra l'année prochaine en Formule 2, mais retenez bien ce nom, Yuri Vips. Ouais, je pense qu'il va être à surveiller. Oui, tout comme Robert Schwarzman aussi, qui, je pense, ma foi, à 99%, devrait faire le saut en Formule 2 aussi. Ouais, selon moi, effectivement, tu as totalement raison. Alors, c'est ce qui complète un podcast fou comme le Grand Prix fou du Brésil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez continuer la discussion sur ce Grand Prix du Brésil, revenir par exemple sur l'accrochage entre Hamilton et Albon, celui entre les deux Ferrari, ou bien même parler de Carlos Sainz, à quel point il est un très bon pilote. Vous pouvez le faire, on a nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, facebook.com/bulletin F1, sur Twitter, @le bulletin F1 en un mot, et évidemment on a notre site bulletinf1.com où on a nos bulletins de notes, nos avant-courses et nos chroniques aussi sur quelques actualités de la Formule 1. Et on a même la section podcast où vous pouvez écouter tous nos épisodes. On est aussi disponible sur vos plateformes préférées, donc Spotify, Google Play Music, Apple Podcast, Stitcher et autres. On est presque partout. Donc, si vous voulez nous écouter, surtout qu'il annonce probablement une pluie verglaçante bientôt, ben, c'est le bon moment de... Et que la saison se termine aussi. Ce sera le bon moment de nous réécouter au moins pour un peu de fixe de Formule 1. Alors, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi, Abio. Et un gros merci à Brian qui nous a quittés pendant l'entrevue, mais ça nous faisait du bien de leur entendre parler. Donc, une belle conversation à trois. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines parce que on fait une pause de podcast. On va revenir pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Puis ensuite, on va entamer nos revues de fin de saison et les bulletins de notes. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, les amis, pour la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Salut à tous. Salut, salut.